Dans cette vidéo émouvante, nous vous invitons à remonter le fil du temps pour revivre les souvenirs de 20 grandes figures du cinéma français, qui ont autrefois brillé de mille feux sur grand écran. Véritables icônes d'une époque, ils ont conquis le cœur de millions de spectateurs, mais ont fini leur vie dans l'ombre, parfois oubliés, seuls, voire dans la précarité. Si les projecteurs se sont éteints, leur héritage artistique mérite encore d'être honoré. Rendons ensemble hommage à ces âmes talentueuses en ravivant la mémoire de leur éclat passé. Maria Schneider est née le 27 mars 1952 à Paris, fille illégitime de l'acteur Daniel Gélin et d'un mannequin italien. Elle accède à une renommée mondiale à seulement 19 ans grâce à son rôle de Jeanne dans le film controversé Le Dernier Tango à Paris, 1972, aux côtés de Marlon Brando. Mais derrière cette gloire soudaine se cache une profonde blessure. La célèbre scène de viol simulé fut tournée sans son consentement complet, la laissant trahie, traumatisée et marquée à vie. Maria confiera plus tard s'être sentie violée mentalement, et ne pardonnera jamais ni au réalisateur Bernardo Bertolucci ni à Brando. Sa vie bascule ensuite dans un tourbillon de drogue, de troubles psychiques et de lutte pour se libérer de l'étiquette de sex-symbole qu'on lui avait imposée. Malgré un réel talent, elle ne retrouvera jamais la place qu'elle méritait dans le cinéma. Discrète, elle s'engagera pour les droits des plus vulnérables et vivra de nombreuses années avec sa compagne. Maria Schneider s'éteint à Paris le 3 février 2011, à l'âge de 58 ans, des suites d'un cancer, dans une indifférence médiatique glaçante. Jean-Claude Brialy est né le 30 mars 1933 à Aumale, en Algérie française, et demeure l'une des figures emblématiques de la nouvelle vague. Il se fait remarquer à 25 ans avec Le Beau Serge, 1958, de Claude Chabrol, puis enchaîne les rôles marquants dans Les Cousins, Le Genou de Claire, collaborant avec des maîtres comme Truffaut, Rohmer ou Godard. Acteur talentueux, mais aussi réalisateur, écrivain et homme de culture respecté, Brialy incarne pendant des décennies le raffinement à la française. Pourtant, derrière son sourire élégant se cachait une profonde solitude. Homosexuel à une époque de forte stigmatisation, il dut affronter les jugements silencieux d'une société encore peu tolérante. Il avoua un jour vivre entre la lumière des projecteurs et l'ombre de la solitude. Dans ces dernières années, il se retire dans sa demeure de Montmorency, entouré de livres et de nature. Jean-Claude Brialy s'éteint le 30 mai 2007, à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer, laissant un vide dans le cœur de ceux qui chérissent l'art et l'élégance à la française. Michel Galabru est né le 27 octobre 1922 à Safi, au Maroc alors sous protectorat français, et reste l'un des visages les plus emblématiques et aimés du cinéma hexagonal du XXe siècle. Il accède à une immense popularité à 42 ans grâce à son rôle du maréchal des logis Gerbet dans la célèbre série Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, aux côtés de Louis de Funès, apportant une touche d'humour irrésistible à des millions de spectateurs. Mais Galabru ne se résume pas à la comédie. C'est aussi un immense acteur dramatique, couronné d'un César du meilleur acteur pour Le Juge et l'Assassin, 1976, où il livre une performance bouleversante. Malgré une carrière impressionnante avec plus de 250 rôles au cinéma et au théâtre, sa vie personnelle connut des ombres. Dans ces dernières années, il confia vivre dans la solitude et des difficultés financières, après de mauvais investissements et le drame de la perte de son fils, qui le plongea dans une profonde dépression. Il continua à jouer jusqu'à ses 93 ans, par passion mais aussi par nécessité. Michel Galabru s'est éteint à Paris le 4 janvier 2016, à l'âge de 93 ans, laissant derrière lui un héritage artistique immense et l'image d'un homme de scène fidèle à son art jusqu'au bout. Henri Génès est né le 2 juillet 1919 à Tarbes, en France, et fut un artiste aux multiples facettes acteur, chanteur et humoriste qui marqua les décennies 1950 à 1970 par son humour populaire, chaleureux et accessible. Il conquit le cœur du public grâce à ses rôles secondaires dans des comédies cultes comme Le Gendarme de Saint-Tropez ou Les Bidas en folie, incarnant souvent des personnages bonhommes, maladroits mais attachants. Lorsqu'il partageait l'affiche avec Louis de Funès, il avait environ 45 ans et vivait l'apogée de sa carrière. Cependant, à l'instar de nombreux comiques, sa notoriété déclina à mesure que les modes de l'humour évoluaient. Le téléphone ne sonnait plus, les scènes se faisaient rares, et Henri termina ses jours dans le silence, loin des projecteurs qu'il avait tant aimés. Sans fortune ni reconnaissance posthume, il s'éteignit dans la simplicité et la solitude. Henri Génès est décédé le 18 août 2005, à l'âge de 86 ans, laissant le souvenir d'un artiste qui fit rire la France entière,
mais dont le départ passa presque inaperçu dans l'indifférence du temps. Annie Cordy, de son vrai nom Léonie Coorman, est née le 16 juin 1928 à Laken, en Belgique. Artiste aux multiples talents et chanteuse, actrice et comédienne, elle a conquis le public français grâce à son énergie débordante, son humour pétillant et ses performances pleines de vie. Elle se distingue dans les années 1970, à l'âge de 40 ans, à travers des comédies comme Le Passager de la pluie, Ces dames s'en mêlent ou encore ses apparitions mémorables dans Au théâtre ce soir. Avec plus de 700 chansons et des dizaines de rôles à son actif, Annie Cordy s'impose comme une véritable icône de la culture populaire francophone pendant plus de 60 ans. Pourtant, derrière les feux de la rampe, subsistait une mélancolie discrète. Elle confia un jour la solitude qui l'envahit après la perte de son mari. Retirée dans sa maison à Cannes, elle s'éloigna progressivement des projecteurs. Sans connaître de réels revers financiers, elle vécut néanmoins ces dernières années dans un certain silence médiatique, loin du tumulte de la scène qu'elle avait tant animée. Annie Cordy s'est éteinte le 4 septembre 2020 à l'âge de 92 ans, victime d'un AVC à son domicile, clôturant le parcours éclatant d'un cœur toujours en musique, mais parfois empreint de solitude muette. Jacques Herlin est né le 17 août 1927 à Paris, et demeure l'un de ces acteurs secondaires dont le visage familier a traversé plus d'un demi-siècle de cinéma. Avec son air bienveillant, son humour discret et son allure posée, il a incarné des rôles modestes mais marquants dans des centaines de films. À 83 ans, il émeut profondément dans le rôle d'un moine âgé et respecté dans Des hommes et des dieux, 2010, de Xavier Beauvois, un petit rôle chargé d'humanité qui contribue à la force du film, couronné du Grand Prix à Cannes. Il participe aussi à des productions internationales comme Le nom de la rose ou Moonraker, et travaille avec des cinéastes prestigieux tels que Fellini, Polanski ou Tavernier. Maîtrisant plusieurs langues et doté d'une grande culture, Jacques Herlin choisit cependant de rester dans l'ombre, enchaînant les seconds rôles avec une humilité rare. Sans scandale ni éclat médiatique, il vécut ces dernières années dans un modeste appartement parisien, seul, sans famille, continuant à tourner jusqu'à ce que la santé le trahisse. Il s'éteint le 7 juin 2014 à l'âge de 86 ans, après une brève maladie. Jacques Herlin est parti comme il a vécu, discrètement, avec dignité, laissant l'empreinte silencieuse d'un homme entièrement dévoué à son art, sans jamais rien attendre en retour. Maria Mauban est née le 10 mai 1924 à Marseille et fut l'une des figures gracieuses du cinéma français des années 1940 et 1950. Elle marque les esprits avec ses rôles empreints de romantisme et de classicisme, notamment dans Les Aventuriers de la mer, 1951, aux côtés de Paul Meurice, ou encore La nuit et mon royaume, 1951, où, à 27 ans, elle incarne avec finesse une femme douce mais profonde, très appréciée du public de l'époque. Pourtant, avec l'évolution du cinéma, les propositions de rôle se font plus rares et sa notoriété s'efface progressivement. Maria se retire alors de la scène médiatique, choisissant une vie discrète loin du tumulte. Mère de l'acteur Jean-Claude Dauphin, devenu célèbre à son tour, elle ne cherchera jamais à profiter de cette renommée, préférant une existence simple et effacée. Les dernières années de sa vie se déroulent dans l'ombre, loin des projecteurs qui l'avaient autrefois illuminée. Maria Mauban s'éteint le 26 août 2014, à l'âge de 90 ans, dans un silence presque total, laissant derrière elle le souvenir délicat d'une actrice élégante qui avait su, un temps, conquérir les cœurs avec sa grâce intemporelle. Paul Prébois est né le 21 février 1927 à Marseille et demeure l'un des seconds rôles comiques les plus attachants du cinéma français des années 1960 à 1980. Reconnaissable entre mille grâce à son visage expressif, son jeu burlesque et son charme naïf, il fait rire des générations entières avec ses rôles de personnages maladroits, voisins encombrants ou employés farfelus, notamment dans Le gendarme de Saint-Tropez, 1964, aux côtés de Louis de Funès, alors qu'il avait environ 37 ans. Avec plus de 100 films à son actif, il devient une figure familière du grand écran, mais reste en marge des récompenses et de la reconnaissance officielle. Malgré sa popularité, Paul Prébois connut une fin de vie marquée par la solitude, sans famille ni fortune, hébergé dans une maison de retraite où il vivait loin des projecteurs. Oublié du grand public, il continuait pourtant à plaisanter, fidèle à son esprit comique jusqu'au bout, même s'il n'y avait plus grand monde pour l'écouter. Il s'éteint en mars 1997 à Marseille, à l'âge de 70 ans, laissant le souvenir émouvant d'un clown discret qui, après avoir tant fait rire, quitta la scène dans un silence poignant. André Pousse est né le 20 octobre 1919 à Paris. Avant d'embrasser une carrière d'acteur,
Il fut un champion cycliste renommé, reconverti avec succès dans le cinéma où il excella dans les rôles de truand et de caïd, particulièrement dans les polars français des années 1970. Il reste inoubliable dans Les Tontons Flingueurs et Les Barbouzes, où, avec sa voix rauque, son regard dur et son allure de dur à cuire, il incarne des personnages implacables devenus emblématiques du cinéma noir hexagonal, alors qu'il avait déjà passé la quarantaine. En parallèle de sa carrière d'acteur, il dirige plusieurs boîtes de nuit parisiennes en vogue, entretenant des liens étroits aussi bien avec le monde artistique qu'avec des figures de la pègre, un double univers fascinant mais aussi source de polémiques et de surveillance médiatique. Dans ces dernières années, la célébrité s'efface peu à peu. André vit retiré à Gassin, oublié des jeunes générations et écarté des plateaux de tournage. Affaibli, isolé, il termine sa vie dans une certaine précarité. Il s'éteint le 9 septembre 2005 dans un petit hôpital du Var, à l'âge de 85 ans, quittant ce monde en silence, à l'image d'un parcours tumultueux, entre éclats de gloire et zones d'ombre que seul le cinéma savait illuminer. Jean-Pierre Mocky est né le 6 juillet 1929 à Nice. Il fut l'un des réalisateurs les plus indépendants, audacieux et rebelles du cinéma français, reconnu pour son style satirique acerbe, critiquant sans détour la société, la politique et l'hypocrisie morale. Il s'est fait remarquer très jeune avec Un drôle de paroissien, 1963, alors qu'il avait un peu plus de 30 ans, puis a continué à provoquer polémique et réflexion avec des œuvres comme Solo ou L'Albatros. Son cinéma, souvent tourné à toute allure, avec des budgets modestes mais une passion intacte et un regard profondément humain, refusait les compromis. Son caractère entier, son franc-parler et son refus de se plier aux règles du système lui ont peu à peu valu l'exclusion des circuits de diffusion traditionnels et l'abandon des grandes maisons de production. À la fin de sa vie, il dut vendre sa voiture, sa maison, allant jusqu'à tourner dans sa salle de bain pour continuer à créer, vivant dans la précarité malgré le respect qu'il inspirait à ses pairs. Jean-Pierre Mocky est malheureusement décédé le 8 août 2019 à Paris, à l'âge de 90 ans, après un parcours artistique sans concession. Véritable pirate du cinéma, il resta jusqu'au bout libre, pauvre mais passionné, sans jamais renoncer à sa plume contestataire. Françoise d'Orléac est née le 21 mars 1942 à Paris. Fille de deux artistes de théâtre et sœur aînée de la célèbre Catherine Deneuve, elle incarnait une beauté classique, des yeux profonds et une aura envoûtante typiquement française. Elle s'est rapidement imposée au cinéma avec des rôles marquants dans La peau douce, 1964, de François Truffaut ou Cul-de-sac, 1966, de Roman Polanski. Mais c'est dans Les Demoiselles de Rochefort, 1967, aux côtés de sa sœur, qu'elle brilla le plus, à seulement 25 ans, incarnant une grâce juvénile, un charme libre et solaire. Pourtant, malgré une carrière florissante et des propositions venues d'Hollywood, Françoise vivait sous la pression du non familial et la peur constante d'être dévorée par la célébrité. Cette vie éclatante s'est tragiquement interrompue le 26 juin 1967, lorsqu'elle trouva la mort dans un terrible accident de voiture près de Nice, quelques semaines à peine après le tournage de Les Demoiselles de Rochefort. Son corps carbonisé ne put être identifié que grâce à son carnet d'adresses. La disparition soudaine de Françoise d'Orléac bouleversa le monde du cinéma et laissa un vide immense dans le cœur des cinéphiles, une étoile montante arrêtée en plein vol, figée pour toujours à l'âge de 25 ans, emportant avec elle une lumière qui n'avait pas encore fini de briller. Simone Signoret est née le 25 mars 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, au sein d'une famille intellectuelle d'origine française. Elle demeure l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français du XXe siècle, avec son regard mélancolique, sa voix grave et sa présence d'une intensité rare. Elle accède à la reconnaissance internationale grâce à son rôle d'Alice Esgil dans Room at the Top, 1959, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice à 38 ans, une première pour une actrice française, consacrant un talent qui transcende les frontières. Également écrivaine, elle forme avec le chanteur Yves Montand un couple mythique, à la fois artistique et engagé politiquement. Mais derrière les projecteurs se cachent de profondes blessures, une carrière freinée par l'âge et la maladie, et surtout la douleur des infidélités de Montand, notamment sa liaison très médiatisée avec Marilyn Monroe. Dans ces dernières années, Simone mène une vie plus discrète, affaiblie par un cancer du pancréas, s'éloignant peu à peu de la scène. Elle s'éteint le 30 septembre 1985 à Auteuil-Authouillet, à l'âge de 64 ans, laissant derrière elle une œuvre monumentale et une image durable de femme forte, intellectuelle et libre, adorée pour son esprit, sa profondeur et son inébranlable engagement. Pascal Augier est né le 26 octobre 1958 à Paris.
Fille de la célèbre actrice Bulogier, elle s'est rapidement affirmée par une identité artistique singulière, marquée par une beauté rêveuse, un regard profond et un mode de vie libre, bohème. Elle accède à la notoriété grâce à son rôle de Louise dans Les Nuits de la pleine lune, 1984, d'Éric Rohmer, à seulement 25 ans. Ce rôle lui vaut le prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise, consacrant son statut d'étoile montante du cinéma français. Pourtant, derrière ce succès fulgurant se cachait une fragilité extrême. Pascal, en proie à une profonde solitude intérieure et au poids de l'héritage maternel, se réfugia dans les fêtes et l'usage de substances pour fuir ses angoisses et la pression médiatique. La tragédie survint brutalement, la veille de son 26e anniversaire. Pascal Augier meurt le 25 octobre 1984 d'un arrêt cardiaque lié à une consommation de drogue. Sa disparition bouleversa le monde artistique, qui perdit en elle une étoile montante, un talent rare emporté trop tôt. Sa mort reste le symbole poignant d'une génération écorchée par la célébrité précoce, et d'une lumière éteinte avant d'avoir pu pleinement briller. Bernard Giraudot est né le 18 juin 1947 à La Rochelle, en France. Ancien marin dans la Marine nationale, il est ensuite devenu l'un des acteurs les plus charismatiques et polyvalents du cinéma français des années 1980. Il s'est fait connaître du grand public grâce à ses rôles dans Le Ruffian, 1983, et Ridicule, 1996, ainsi que de nombreuses séries télévisées à succès, à une époque où, dans la trentaine, il rayonnait par son allure de séducteur, son regard perçant et une présence pleine de vécu. Mais Giraudot n'était pas seulement acteur. Il fut aussi réalisateur, écrivain et militant humanitaire engagé. Sa vie fut marquée par une épreuve majeure lorsqu'il apprit en 2000 qu'il était atteint d'un cancer, maladie contre laquelle il lutta durant des années, entre douleurs physiques et tourments intérieurs. Il avoua avoir mené auparavant une existence orgueilleuse et égoïste, mais cette épreuve l'amena à une véritable métamorphose. Il se mit à écrire, à témoigner, à transmettre un message d'espoir et de résilience. Dans ces dernières années, il gagna en profondeur, en sérénité et en humanité. Bernard Giraudot s'est éteint le 17 juillet 2010 à Paris, à l'âge de 63 ans, laissant derrière lui non seulement une œuvre artistique marquante, mais aussi l'image d'un homme ayant su transformer la souffrance en un legs profondément humain et inspirant. Martine Carole est née le 16 mai 1920 à Saint-Mandé, en France. Elle fut l'une des icônes de beauté et de sensualité les plus en vue du cinéma français des années 1950, avec sa chevelure blonde éclatante, son allure classique et son charme envoûtant. Elle reste surtout célèbre pour son rôle légendaire dans Lola Montait, 1955, réalisé par Max Ophüls, à l'âge de 35 ans. Ce film, pourtant novateur sur le plan technique, fut un échec commercial à sa sortie et marqua un tournant négatif dans sa carrière. Reine du box-office avant l'ascension de Brigitte Bardot, Martine Carole vit sa gloire s'effriter face à l'émergence de nouveaux archétypes féminins. Sa vie personnelle fut tout aussi tourmentée. Enlèvements, relations chaotiques, dépendance aux barbituriques et épisodes dépressifs ponctuèrent son existence. L'actrice adulée d'hier sombra progressivement dans l'oubli, vivant ses dernières années dans la solitude et l'épuisement physique. Martine Carole est décédée le 6 février 1967 à Monte-Carlo, à l'âge de 46 ans, victime d'une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel. Sa disparition prématurée a scellé le destin tragique d'une étoile autrefois flamboyante, éteinte dans l'isolement et la mélancolie. Pierre Clémenti est né le 28 septembre 1942 à Paris. Acteur singulier et marginal du cinéma européen, il se distinguait par une beauté sauvage, un regard perçant et une aura profondément rebelle. À seulement 25 ans, il marque les esprits dans Belle de jour, 1967, de Louise Buñuel, puis dans Le Conformiste, 1970, de Bernardo Bertolucci, collaborant ainsi avec les plus grands noms du cinéma d'auteur. Doté d'un talent instinctif et d'une présence quasi mystique, Clémenti devient une figure emblématique du surréalisme et de l'avant-garde cinématographique. Mais sa trajectoire est brutalement interrompue en 1971, lorsqu'il est incarcéré plusieurs mois pour possession de drogue, un épisode qui ternit son image publique et freine violemment sa carrière. Mis à l'écart par les grands studios, il se tourne vers la production indépendante, réalisant lui-même des films expérimentaux, souvent avec peu de moyens, et menant une existence en marge du système. Malgré la précarité, il continue d'écrire, de créer, de défendre une vision artistique radicalement libre. Pierre Clémenti s'éteint le 27 décembre 1999 à Paris, des suites d'un cancer du foie,
à l'âge de 57 ans. Sa disparition marque la fin d'un parcours tourmenté, celui d'un artiste insoumis et poétique, dont l'éclat étrange et indomptable continue de hanter le cinéma européen. Mireille Balin est née le 20 juillet 1909 à Monte-Carlo. Elle fut l'une des stars les plus envoûtantes et glamour du cinéma français des années 1930, incarnant une beauté aristocratique et mélancolique qui fascinait le grand public. Son rôle le plus emblématique reste celui dans Pépé le Moco, 1937, aux côtés de Jean Gabin, où elle campe une femme de la haute société tombant amoureuse d'un criminel, gravant à jamais son image dans l'imaginaire collectif comme une icône du désir et du mystère. Mais le destin de Mireille Balin bascule tragiquement durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle entretient une liaison avec un officier nazi. Accusée de collaboration après la libération, elle est emprisonnée à Fresnes et à sa sortie, rejetée par l'industrie du cinéma comme par le public. L'ancienne vedette, adulée de tous, sombre alors dans l'oubli, la misère et la solitude, vivant d'abord dans un couvent, puis dans un hospice modeste, sans rôle, sans reconnaissance, effacée des mémoires. Mireille Balin s'éteint le 9 novembre 1968 à Clichy, à l'âge de 59 ans, dans un anonymat presque total. Elle reste le symbole tragique d'une gloire foudroyée, d'une beauté sacrifiée aux ravages de l'histoire et des jugements implacables de la société. Pierre Mondy est né le 10 février 1925 à Neuilly-sur-Seine, en France. Visage familier du cinéma, de la télévision et du théâtre français, il s'est illustré par un jeu à la fois plein d'humour, de souplesse et de profondeur. Il accède à la notoriété en incarnant Napoléon Bonaparte dans le film historique Austerlitz, 1960, à l'âge de 35 ans, puis s'impose dans la comédie populaire avec Mais où est donc passée la 7e compagnie, devenant une figure incontournable du divertissement hexagonal. À plus de 60 ans, il conquiert un nouveau public en jouant le commissaire Cordier dans la série télévisée à succès Les Cordiers, Juge et flic, témoignant d'un engagement artistique sans relâche. Pourtant, derrière cette carrière rayonnante, se cachent des douleurs plus discrètes. Atteint d'un cancer du sang à la fin de sa vie, il doit abandonner la scène, une rupture douloureuse tant le théâtre était pour lui vital. Il confiait parfois son sentiment d'être peu à peu oublié, remplacé par de nouvelles générations et moins cité par le public. Pierre Mondy s'est éteint le 15 septembre 2012 à Paris, à l'âge de 87 ans. Il laisse l'image d'un artiste passionné, fidèle à son art jusqu'au bout, qui fit rire et émouvoir des millions de spectateurs, tout en portant dans l'ombre les blessures silencieuses de l'effacement et du temps qui passe. Jean Sorel est né le 25 septembre 1934 à Marseille. Il fut l'un des acteurs phares du cinéma français des années 1960, incarnant l'élégance à la française avec son allure distinguée, son regard mélancolique et son aura intellectuelle. Il accède à la célébrité internationale grâce à son rôle marquant dans Belle de jour, 1967, de Louise Buñuel, aux côtés de Catherine Deneuve, à l'âge de 33 ans. Son interprétation d'un mari à la fois aimant et déstabilisé par les mystères de son épouse en fait un symbole du gentleman tourmenté. Jean Sorel est alors sollicité bien au-delà des frontières françaises, tournant sous la direction de grands noms italiens comme Visconti, De Sica ou encore Cavani. Mais à partir de la fin des années 1980, sa carrière s'essouffle. Le cinéma évolue, les rôles se font rares, et l'acteur choisit de se faire discret. Vivant aujourd'hui à l'écart des projecteurs, il a confié ressentir parfois le poids de l'oubli, bien qu'il demeure fidèle à son amour du métier. À 90 ans, Jean Sorel est l'un des derniers témoins vivants de l'âge d'or du cinéma européen. S'il n'a pas connu les drames fracassants de certains de ses pairs, son effacement progressif et son retrait silencieux du monde artistique ont laissé l'image d'une étoile autrefois éclatante, désormais voilée par le temps. Henri Vidal est né le 26 novembre 1919 à Clermont-Ferrand, en France. Il fut l'un des acteurs les plus adulés du cinéma français d'après-guerre, incarnant une virilité classique avec son physique de séducteur, son regard intense et une élégance naturelle qui séduisait le grand public. Il accède à la célébrité avec Fabiola, 1949, à l'âge de 30 ans, puis enchaîne les succès dans des films comme Le Guérisseur ou Napoléon. Henri Vidal devient l'archétype du héros romantique et charismatique, formant avec Michel Morgan un couple mythique du grand écran, admiré dans toute la France. Mais derrière cette façade parfaite se cache une lutte silencieuse. L'acteur est en proie à une addiction aux drogues, qu'il tente de dissimuler pour préserver son image. Malgré plusieurs tentatives de traitement, les pressions de la célébrité, les tensions personnelles et la dépendance finissent par l'épuiser. Henri Vidal meurt subitement le 10 décembre 1959 à Paris,
à seulement 40 ans, victime d'une crise cardiaque probablement liée à l'abus de médicaments antalgiques. Sa mort brutale bouleverse le public et met un terme à une carrière brillante mais marquée par une profonde solitude. Il laisse derrière lui le souvenir d'un artiste au destin fulgurant, emporté trop tôt par les démons qu'il n'a jamais su totalement vaincre. Ils ont été autrefois des étoiles scintillantes dans le ciel du cinéma français, mais, avec le temps, la gloire s'est estompée, laissant derrière eux des destins solitaires et oubliés. En racontant leur histoire, nous ne faisons pas que leur rendre hommage. Nous préservons aussi les valeurs artistiques qu'ils nous ont léguées. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage riche en émotions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions en commentaire, et de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les histoires humaines derrière les projecteurs.